Donc bienvenue à tous. Alors on est encore au mois de janvier. Je vous souhaite évidemment une très belle année 2021, en souhaitant qu'elle soit meilleure que 2020. J'allais dire que c'est pas encore gagné, mais on est encore en droit d'espérer qu'on en sortira à court moyen terme de cette pandémie. Donc à nouveau, donc on se retrouve réunis dans ce séminaire de travail, comme le soulignait Adrien, donc entre investisseurs sociétaux et accompagnateurs, autour des enjeux du plan de relance. Donc, je vais y revenir quelques instants. Et puis, bien sûr, les dispositifs d'accompagnement face à cette crise sanitaire qui sont encore plus prégnants et qui doivent être encore plus présents pour nous permettre, en tout cas aux investisseurs qui sont parmi nous et dont la Banque des Territoires, d'investir le plus possible dans ces acteurs de l'ESS. Donc, le jouet collectif dans ce cadre est essentiel. Et donc je vais y revenir. Donc on est près d'une cinquantaine de structures. J'ai regardé, Adrien, quand tu projetais les logos sur, je crois, ta slide 2. Donc on est vraiment nombreux. Et l'objectif, à travers les ateliers notamment, ça va vraiment être de pouvoir capitaliser là-dessus. L'ordre du jour est dense. On a vraiment des participants de tous horizons, hein. Je vois qu'il y a la Fondation La France s'engage, le Syntec Conseil, WeMove, qu'on connaît bien sûr, la Fondation Carasso, le cabinet Zalen, l'Adasi. Donc vraiment, c'est prometteur. Je voudrais souligner aussi le travail qui a été réalisé sur 2020 par le Rameau, notamment par Charles-Benoît Itzig, que je remercie à nouveau et que je félicite puisqu'il a mené à bien la mission ministérielle qui lui avait été confiée sur encore un élément important, comment accélérer les alliances stratégiques entre associations, entreprises et collectivités locales. Donc on est vraiment sur le jouet collectif. Et je pense que 2020 aura permis d'avancer justement sur la reconnaissance de la valeur de ce jouet collectif, la reconnaissance de la co-construction d'un bien commun, et de l'enjeu stratégique de promouvoir les alliances au service de l'intérêt général. Donc parmi les belles avancées, je pense qu'on peut souligner donc la proposition de loi d'expérimentation du droit d'alliance, la nouvelle étape de la fondation des territoires, la création du fonds ODD 17, et puis bien sûr, on va en parler cet après-midi, le déploiement du fonds I. Donc tout ça doit vraiment concourir à accélérer cette dynamique de co-construction qui nous anime et sur laquelle on travaille depuis maintenant plusieurs séminaires. Si je resserre mes propos un petit peu pardonnez-moi, sur la Banque des Territoires, c'est aussi l'heure du bilan 2020. Et vous savez qu'on est un des acteurs majeurs du financement de l'ESS depuis une trentaine d'années, mais on n'aura jamais autant financé l'ESS qu'en 2020, puisque ce sont plus de 250 millions d'euros qui ont été injectés avec les fonds propres de la Caisse des dépôts. Et à cela, donc là je parle vraiment sur l'ESS, et à cela il faut ajouter quasiment autant, donc 250 millions d'euros sur toujours des projets qui sont à destination des acteurs de l'ESS, mais sur le PIA et le PIC. Vous savez, le programme d'investissement d'avenir et le plan d'investissement dans les compétences. Donc sur les 250 millions d'euros investis par les fonds propres de la Caisse des dépôts, c'est vraiment multisectoriel, mais toujours orienté sur l'ESS. Mais on est sur la transition alimentaire, sur les tiers-lieux, sur le vieillissement, sur l'accès aux soins, etc. Tandis que les 250 autres millions sur le PIA et le PIC, on est plus sur des problématiques d'éducation et de formation professionnelle, de formation continue, de formation tout au long de la vie. Et ça, je vais y revenir dans quelques instants. Je pense qu'il y a un vrai enjeu aussi de reconversion euh, des salariés, voire des chercheurs d'emploi, pour aller vers des métiers qui sont plus numériques. Donc vous voyez, au total, ça fait pas loin de 500 millions qui ont été injectés en 2020. Et bien sûr, c'est une année historique. C'est une année très particulière dans ce contexte de crise. Alors sur 2021, on va bien sûr maintenir ces efforts. Et j'ai envie de dire qu'on a cette chance à la Banque des Territoires de pas être capé en termes de budget d'investissement. Euh, Vous le savez, il faut des modèles économiques
et là encore, ça fait le lien avec le rôle essentiel de l'accompagnement, mais on pourra investir, si vous voulez, dans autant de projets qui nous seront présentés à partir du moment où ils présentent un modèle économique et à partir du moment où ils sont générateurs d'impacts sociaux. C'est vraiment les deux jambes sur lesquelles on marche et on n'est pas les seuls. Bon nombre d'entre vous ont la même thèse d'investissement, mais vraiment on sera présent autant que de besoin en 2021 comme on l'a été en 2020, si ce n'est que je pense qu'en 2021 on parlera peut-être plus de plan de relance, tandis qu'en 2020 on était plus sur le plan d'urgence. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on avait notamment financé des fonds d'urgence régionaux. On en a monté un dans chaque région et ça a occasionné quasiment 150 millions d'euros de financement de notre part aux côtés des régions, puisque la totalité des fonds avoisine les 440 millions d'euros. Alors, comme je le disais, la Banque des Territoires, elle s'entoure de nombreux partenaires et vous en êtes la preuve. Et les défis qui nous attendent en 2021, pardon, sont nombreux. Il y a eu de la casse en 2020 et on commence tout juste à en mesurer les impacts. Le Secours catholique a évoqué qu'il y avait aujourd'hui près de 10 millions de pauvres. L'INSEE a estimé qu'il y avait près de 900 000 emplois qui avaient été détruits en 2020. Quand on sait qu'on a 1 million de jeunes qui ne sont ni en emploi ni en formation, les fameux NEETs, et que 20% des demandeurs d'emploi recherchent un emploi justement, mais dans les métiers qui ont été les plus durement impactés par la crise, à commencer par l'hôtellerie, le tourisme, la restauration ou l'événementiel, avec des secteurs où les offres ont carrément baissé de plus de 50%. Donc j'évoquais tout à l'heure la reconversion des demandeurs d'emploi et je pense que vous voyez bien de quoi je veux parler. Et notamment, je parlais de la digitalisation parce que vous avez vu que la crise Covid a agi comme un accélérateur de la transformation digitale de notre société. Je vous renvoie aux deux confinements qu'on a connus en 2020 et vous avez vu émerger, notamment dans le plan de relance, des sujets comme la digitalisation des commerces de proximité ou la nécessité de former les 13 millions de Français au numérique, que ce soit pour leur permettre de faire des démarches administratives en ligne, donc avec des services qui sont de toute façon de plus en plus dématérialisés, ou de pouvoir faire l'école à la maison quand on est en période de confinement avec des écoles fermées. Et de toute façon, c'est une pratique qui va s'étendre au-delà évidemment des confinements pour dans les nouvelles pratiques et les nouveaux outils pédagogiques d'enseignement. Alors, je le disais, le nerf de la guerre pour des investisseurs comme nous, et quand je dis comme nous, évidemment, j'embarque tous ceux qui sont autour de la table, c'est de pouvoir trouver des projets d'investissement, de pouvoir trouver des projets qui ont un modèle économique, d'en trouver le plus possible, puisque les liquidités sont particulièrement abondantes sur le marché aujourd'hui. Je vous rappelle au passage qu'on a connu une collecte historique sur le livret A en 2020, puisque c'est 35 milliards de collecte nette qui a été faite en 2020 sur les livrets A et les livrets de développement durable et solidaire. Et je rappelle au passage que l'encours sur ces deux livrets sont de 450 milliards d'euros. Donc quand je parle de liquidité abondante, vous voyez de quoi je parle, notamment pour celui qui collecte cet argent, qui est la Caisse des dépôts, mais une fois de plus, qui s'entoure d'autres investisseurs dans les projets. Et puis, on voit bien qu'il y a de plus en plus d'investisseurs privés sur la place qui sont prêts à franchir le pas pour aller sur des projets, pour aller financer des projets à impact social. Bien sûr, on reste tout à fait lucide et on aura à cœur de bien distinguer ce qui relève de l'impact social et ce qui relève de l'impact washing, puisque voilà, il faut quand même rester avec la tête sur les épaules et rester vigilant. Sur l'accompagnement, on pourrait parler de triptyque gagnant, 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 à savoir que c'est gagnant pour le porteur de projet, bien sûr, c'est gagnant pour l'accompagnateur, c'est gagnant pour l'investisseur derrière qui va pouvoir avoir un modèle économique sans doute plus robuste. Mais on pourrait presque, donc ça c'était
le triptyque 3G, mais on pourrait presque parler de triptyque 5G, euh, sans confusion aucune avec l'acronyme des opérateurs télécoms, parce que on pourrait dire aussi que c'est gagnant pour le citoyen et donc que c'est aussi gagnant pour les pouvoirs publics. Donc cette thématique de l'accompagnement, elle émerge de plus en plus depuis ces dernières années. On n'est pas encore au bout et je ne sais pas si on arrivera au bout un jour. Est-ce qu'on arrivera un jour à dire qu'on a trop d'accompagnateurs? J'en suis pas sûr, sauf à dire qu'il n'y a pas assez d'investisseurs ensuite, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Et vous voyez que on a de plus en plus d'acteurs qui émergent. Je pense alors bien sûr au fonds I, je pense aussi à la ruche qu'on connaît bien puisqu'on a investi aux côtés de Bruno Imbert. Je pense au DLA qu'on finance, comme vous le savez, à hauteur de presque 6 millions d'euros chaque année. Je pense à la Fondation France s'engage, bien sûr, qui fait un gros travail aussi sur l'accompagnement. Je pense à des initiatives comme Alliance for Impact, qui est un projet qui est porté par Aviva et qui a fait une première levée de fonds de plus de 20 millions au cours du 4e trimestre dernier. Et puis je pense aussi bien sûr au fonds d'amorçage, à l'image de la place de l'émergence de France Active ou de Make Sense. Je pourrais citer aussi Ronald Pia. Il y en a encore quelques autres, mais voilà, ça commence à émerger. Mais une fois de plus, il faut continuer cette dynamique. Et puis peut-être pour finir, parce que je vois l'heure qui file, il faut forcément que je parle d'impact extra-financier et de la mesure de ces impacts à travers les indicateurs socio-économiques, puisque comme nous à la Banque des Territoires, vous savez que la réussite d'un projet aujourd'hui ne peut pas se mesurer que par des KPI financiers. Il faut qu'on arrive à bâtir un socle commun d'indicateurs sur lequel on peut se comparer. Alors là aussi, il y a encore un peu de travail. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit vraiment un florilège d'initiatives sur le marché pour travailler sur justement ces méthodologies, pour évaluer les impacts des projets portés par des entrepreneurs sociaux. J'étais encore moi-même sollicité par le groupe SOS cette semaine autour de l'Impact Tank qu'ils ont lancé fin 2020. Mais vous avez aussi, bien sûr, d'autres acteurs qui travaillent dessus et depuis encore plus longtemps. Je pourrais citer l'Avise, je pourrais citer bien sûr Kimso, Valores de l'UDES, le Mouvement Impact France désormais qui travaille qui a aussi sorti son Impact Score. Il y a France Invest, il y a Finance for Tomorrow, et puis vous savez qu'on investit, on fait aussi des investissements intermédiaires, donc on investit dans des fonds d'investissement à impact, et on voit bien que chacun d'entre eux a aussi sa propre méthodologie, et je peux vous dire que les méthodologies sont bonnes. La seule chose que je veux souligner, c'est qu'on est sur encore plein de méthodologies qui se raccrochent. La bonne nouvelle, c'est qu'elles se raccrochent au 17 ODD de l'ONU, mais ensuite, on va avoir un peu de mal à comparer les indicateurs entre eux. Donc je pense que, et ça c'est aussi un sujet qui a été bien compris et préempté par notre secrétaire d'État à l'ESS, Olivier Grégoire, pour justement faire un travail d'harmonisation entre ces différentes méthodos, qu'on puisse parler le même langage et qu'on puisse peut-être sans doute consolider des indicateurs qui nous permettent de comparer les projets les uns aux autres. Voilà, j'ai sans doute été un peu trop long, je m'en excuse, et notamment quand je vois l'ordre du jour de l'après-midi. Je vais rester parmi vous, alors je ferai des allers-retours parce que j'ai des coups de fil qui sont prévus, mais je vais participer du mieux que je peux à vos débats et je vous souhaite une excellente après-midi, bien sûr, avec Adrien qui nous parle depuis Lyon d'ailleurs, puisqu'il est en déplacement depuis hier à Lyon. Et puis bien sûr Anne-Lise qui a fait un gros travail de préparation et je la remercie encore. Merci à tous.